Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume, émission réalisée par Zoubir Ketani. Prête-moi ta plume. De minuit à 1h du matin, Rachida Monsef prête sa voix à des textes, des œuvres algériennes notamment. Prête-moi ta plume est réalisé par Zoubir Ketani. Vous pouvez nous retrouver et nous rejoindre, surtout sur la page Facebook Prête-moi ta plume, et nous serons heureux de partager vos suggestions, vos critiques et vos réflexions. Prête-moi ta plume. Nous lirons quelques pages pour vous, les trop fatigués pour prendre un livre, pour vous, les insomniaques et les oiseaux de nuit, pour vous, les amoureux du verbe. La semaine dernière, nous vous avons présenté Mohamed Dib et la trilogie Algérie, composée comme une symphonie entre 1952 et 1957. Si vous nous avez fait le plaisir de nous écouter, vous avez retrouvé Omar, qui a une dizaine d'années dans ce premier livre, La Grande Maison. Vous avez retrouvé Aini, sa mère, femme de devoir, violentée par la vie de misère auquel sont soumis des millions d'Algériens pauvres à l'aube des années 50 pendant la nuit coloniale. Vous avez surtout entendu murmurer, crier et hurler le personnage principal de cette œuvre, la faim, El Joua. Continuons pour celles et ceux qui le veulent bien cette nouvelle semaine. Prête-moi ta plume. Sagrado, tá no fundo de mato, tá no fundo de minha coração. Vida toca forte tambor, que lá é sagrado. Branco de lua, e fica marado chão, o dito de seguro. Branco de lua, e fica marado, o dito de seguro. Mistério de noite. Contra nossos corpos, lutam contra nossos olhos também. A nota desse coração falou e tá chorando. Mistério de noite, lutam contra nossos corpos, lutam contra nossos olhos também. A nota desse coração cantada e tá chorando. Uma chora na solidão, pisa dormir, mas que se vê, minha filho, é amor de mim. Una dormir ma boca seguir, porque passivi de calor, fim de angústia, fim de umidade, que faz de medo, com tristeza, porque passivi de saudade, é amor de mim, é amor de mim, porque tá sentindo nada, é amor de mim, é amor de mim. Nunca mais fica olhando, nunca mais fica ouvindo se falar, nunca mais fica buscando, para não namorar assim que tá dando. Era falar o Laila, amiga contante, mulher como fica buscando, nunca na procura assim que tá dando. Tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, como pegar na mão. Tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, como pegar na mão. Prendere
Mistério de noite, lutam contra nosso corpo, lutam contra nossos olhos também. Na nota desse coração, falou que tá chorando, menino. Una chora na solidão, pisau dormir, mas casibi. Minha filho, minha amor de mim. Una dormir, mas vou casibi. Buka casibi de calor, vim de angústia, vim de umidade, tufa de medo, com tristeza. Buka casibi de saudade, meu amor de mim, meu amor de mim. Buka tá sentido nada. Amor de mim, nunca mais nunca odiá-lo, nunca mais nunca ouvi se falar, nunca mais fica buscando para não namorar assim que te dá. Para falar o Laila, amiga com tanto mulher uma, fica buscando, nunca na procura assim que te dá. Tá no fundo de mato, tá no fundo de mato. Tá no fundo de mato, como pegar na mão. Tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, como pegar na mão. Tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, tá no fundo de mato, como pegar na mão. Tá no fundo de mato, tá no fundo de mato. Prête-moi ta plume. Dido Baracho, Dido Baracho, Dido Baracho, Dido Baracho, Dido Baracho. Je suis sous, moi, enfant de votre mère. L'homme s'arrêtait et les couvrait d'injures. Sans cesser de proférer des huées, les gosses s'enfuyaient précipitamment. Charrak n'avançait plus. Oscillant sur ses jambes, il les menaçait d'un geste obscène de la main, et il poussait un grognement de satisfaction, puis maugréait tout seul. « Vaurien, vous ne comprenez pas ce que j'ai dans le cœur, alors vous ne savez pas pourquoi je me saoule. Enfin, tant pis, je vais encore boire, puisqu'il n'y a rien à faire. » Saisissant l'occasion, Si Salah, homme pieux, à la barbe bien soignée, s'approchait alors et commençait à l'exhorter. « Ya Mohammed, voyons, comment oses-tu te conduire ainsi? Est-ce possible qu'un bon musulman agisse comme tu le fais toi, en ce moment? Regarde-toi, vois dans quel état tu te mets sous les yeux de tous les gens du quartier qui t'aiment et qui ont tant d'estime pour toi. Et pourquoi? Le sais-tu au moins toi-même? Eh bien, réponds, malheureux !» Ne se rendant à aucune injonction du vieillard qui le chapitrait tout en lissant sa grande barbe, ivre mort, Mohammed riait et bafouillait. « Ma vie passe inutilement, je ne la regretterai pas. Et l'argent, en voilà, tant que vous voudrez. » D'un geste brusque, il se met en pleine rue, appoigné de la monnaie sur laquelle fondaient aussitôt les gamins. Ahmed Diri, le père de Omar, qui fut de son vivant un bon menuisier, lui aussi, qu'est-ce qui ne buvait pas? Il avait fait presque toutes les boiseries des belles demeures de l'époque. Mais Ahmed Diri s'enivrait de plus en plus. Un jour, il tomba malade, il resta couché plusieurs mois, puis il mourut.
Il était mort depuis si longtemps que Omar n'en gardait plus aucun souvenir. C'est comme s'il n'avait jamais eu de père, l'ayant si peu connu. C'était un mal à la poitrine, lui avait-on dit, dont il ne pouvait guérir. Aïni, veuve, était restée avec 4 enfants. 2 filles, Awisha et Mariam, et 2 garçons, Djilali et Omar. 2 ans à peine après la disparition du père, elle perdit Djilali, âgé de 8 ans, qui fut emporté par la même maladie. Encore un mal à la poitrine, lui avait-on dit. Prête-moi ta plume. شعاع الشمس يبان تصديق تقوم طلع النهار ولا تبقى نعسان انهار جديدة تانا راضي هبان ما تتفاهى على القطار تحرك يا إنسان الشغل كل وقت وحانا شوف تصبح المزيان توحد ومتع البصار ومخزي الشيطان وخطيق من الجبانة شعاع الشمس يبان استيقظ قوم اطلع النهار ولا تبقى نعسان انهار جديدة تانا هب نسي من البستان هب نسي من البستان روح عنا بروايح الزهر رفرف كل غصان نعمتك يا مولانا الطيار على الغصان الطيار على الغصان تغرد في تسبيح بالجهر في الصيكة والزيدان صوت المقنين زهانة القرنفل وسيسان القرنفل وسيسان جلي نار الحامرة عكر نسري في اللبان الورد بشوك وبحدانة الخوخ مع الرمان لنجاص وتفاح السجار فراولة بسط جنان وعناقد الفرانة شعاع الشمس يبان استيقظ قوم اطلع النهار ولا تبقى نعسان انهار جديدة تانا شوفوا نضر بالعيان شوفوا نضر بالعيان هاد الزين خدو بلا خيار بلادي نور الجفان شبه وفسدوها عدانا بلادي مم العيان بلادي مم العيان الامل في علامنا خضر الابيض صفا وامان نجمة وهلال وتانا بلاد التاريخ بيان بلاد التاريخ بيان بلاد المجاهدين الحرار والشهداء العيان و130 سنة أزينات البلدان ربي عطاك الخير والثمار تبكي عليك العديان يا قوتا سلطانة شعاع الشمس يبان استيقظ قوم اطلع النهار ولا تبقى نعسان انهار جديدة تانا سحلك باهي البنيان سحلك باهي البنيان على طرف مواج البحر جبال تلو كيفان هذا فدت غير خانة
تمزيد يا فلان من تمزيد يا فلان للصحراء معمور والقفر لهضب ليها بيبان السعيدة سطيف ومسكيانة من تبسالة المسان من تبسالة المسان أقصى برج باجي مختار لسيدي عبد الرحمن هادي جزائرانا ماتوا عليها قدعان يرحمهم الداري بن سرار سكنوا فاصيح الجنان خلوها لنا أمانة شعاع الشمس يبان استيقظ قوم اطلع النهار ولا تبقى نعسان نهار جديد دانا انهيت هاد السلوان انهيت هاد السلوان عالمقهورة بالدرار حبها ساكن الكنان ملكتني جسمي فانا مسكود للفنان مسكود للفنان سلامي للفهمين الشعر نوصيك يا إنسان في الستردير الحسانة تبع الخمس ركان تبع الخمس ركان وصيد تنبيع للنجار هداه زين لديان على حمد نزلوا ربانا الحمد للرحمن وصلاة على سيد البراق استجب يا منان من هاد العوج بركان شعاع الشمس يبان استيقظ قوم اطلع النهار ولا تبقى نعسان نهار جديد اتانا شعاع الشمس يبان استيقظ قوم اطلع النهار ولا تبقى نعسان نهار جديد اتانا Prête-moi ta plume. La nuit abrupte et claire flambait avec douceur. Toutes les nuits à cette époque avaient la même âpre limpidité. Le sommeil gagnait Omar, ouvrant une grande anfractuosité dans la profonde blancheur nocturne, mais ne le reposait pas. Autour de lui, partout, quelque chose bougeait, se frayait un passage jusqu'à lui. Il lui semblait ne pas avoir cessé de parler jusqu'à cette minute. Le fond de sa gorge, comme écorché, était tout meurtri. Ce n'étaient que quelques mots, larges et incompréhensibles, les mêmes qu'il s'obstinait à ressasser sans fin. Ils passaient en trombe à travers son esprit. Tout au long de son sommeil, tandis qu'il avançait dans un univers démantelé, il lançait d'immenses appels qu'une autre personne, croyait-il, lui renvoyait à la volée impitoyablement. Par instants, il aurait juré que ces paroles étaient celles d'un autre et que lui reprenait. Et tout à coup, il était transporté au milieu d'un noir éclatement d'avenue. Là, des hommes désemparés, tapis dans les coins, l'assaillaient, s'accrochaient désespérément à lui à chaque pas. Des cris proches et jamais saisis fusaient. Des espaces vides se succédaient. Omar se sentait tout dépouillé du dedans et défait. Il ne persistait en lui qu'un entêtement violent à survivre. Survivre, malgré les luttes mortelles qu'il soutenait. Survivre. Prête-moi ta plume. Cette terreur, Omar la voyait. Elle se répercutait en lui, qui était là, dressé sur sa couche, les pieds repliés sous lui. Et il pensa, certainement c'est la peur de grand-mère. Il comprenait à distance qu'elle avait peur, peur d'être seule, d'être dans la cuisine, isolée avec son mal. Elle ne cessait d'implorer au plus fort de la nuit, alors que toute la maison s'abîmait dans la léthargie. Elle s'interrompait durant quelques minutes. Elle écoutait sans doute si on lui répondrait. S'arrêtait-elle par peur aussi?
Ces appels avaient tiré Omar du sommeil. Nul n'y répondait. Le mutisme étouffait la vieille maison. Omar imagina le noir qui pesait partout, s'appuyer contre la porte de la chambre menaçant, hostile. Cette chose énorme, dont on aurait su dire le nom, guettait dans la cour. Doucement venant de loin, la voix de grand-mère s'élevait encore. Elle bavardait pour rompre la lassitude. Non cette bonne lassitude des corps vigoureux, mais celle de l'âge. Ces pauvres pensées se frayaient une voie à travers la peur, la maladie, mais surtout la vieillesse. Dans la chambre de Aïni, on dormait. Les respirations de rythmes différents s'entrecroisaient dans une atmosphère dense. Quelqu'un soupirait de temps en temps dans son sommeil. C'était Aïni. Une plainte parvint du fond des ténèbres. Grand-mère se lamentait. « Aïni! Aïni !» On la sentait sans force. « Aïni, tu me laisses toute seule, ma petite fille. Qu'est-ce que je t'ai fait? Pourquoi, Aïni, pourquoi ?» La voix tâtonnait et semblait vouloir agripper quelqu'un qu'elle n'arrivait pas à atteindre. Personne dans la chambre ne bougeait. Ils sombraient tous dans l'engourdissement qui s'abat sur les misérables comme sur des proies vivantes, sans merci, pour se dissoudre au bout du compte dans un désarroi sans fin. Cette angoisse vorace, qui affluait de l'aïeul vers le cœur de l'enfant, bâtissait autour d'eux une citadelle sans ouverture, un monde fermé inexorablement. Omar savait à l'avance ce qui allait se passer le lendemain. On portait à manger à grand-mère dans la même écuelle de fer dont les mailles éclataient par endroits, dessinaient de larges étoiles noires. Aïni la posait à ses pieds, avec la nourriture du jour, sans la nettoyer. Il s'y formait un fond graisseux qui adhérait aux parois et formait croûte. « Pourquoi plais-tu tant cette nuit? Tu es folle !» pestait Aïni au-dessus de sa tête. « Alors on n'a pas une minute de répit avec toi !» Grand-mère attendait que sa fille s'éloignât. Elle se ratatinait sur elle-même. Grand-mère avait peur, comme un enfant ou un petit chien, peur de recevoir des coups. Toute ployée, le dos comme brisé, elle reposait la tête sur ses genoux. Sans se redresser, elle clignait du côté de Aïni. Omar était assis par terre à ses pieds. « Hé, maman !» tonitruait Aïni dans son oreille en poussant vers elle l'écuelle. « Tu ne vois pas que je t'apporte à manger, ou bien ce que je t'apporte te déplaît ?» La vieille femme ne remuait pas. Aïni se saisissait de l'ustensile, puis empoignait la tête de grand-mère et lui fourrait l'écuelle sous le nez. « Oh oui, ma fille, j'ai vu. Pourquoi me traites-tu comme ça ?»« Tiens, mange !» lui disait Aïni, en la secouant sans ménagement. Elle bredouillait quelques mots entre ses dents. « Puisses-tu manger du poison ?» Grand-mère, avec des mouvements d'agacement, sans se retenir, prenait l'écuelle de sa main, qui tremblait d'une manière affolante, et la rejetait au sol sous sa chaise. Aïni, qui lui calait la tête, retirait son bras, et la figure de grand-mère retombait sur ses grosses rotules. La vieille femme n'avait plus la force de se maintenir droite. Elle était irrémédiablement cassée, abattue.
Aïni s'en allait en grognant. Grand-mère, après s'être assurée que sa fille était partie, se hasardait à relever la tête et poser son regard bleu sur Omar. Il n'échappait pas à l'enfant qu'elle se rendait à peine compte de ce qui lui arrivait. Sa faiblesse ne lui permettait plus de se garer des violences de Aïni, et dans son regard noyé tremblait l'extrême misère de la bête à bout de souffle. Elle laissait retomber sa tête. Une frêle lueur brillait cependant, telle une étincelle vive dans ses prunelles embuées. Elle venait de le reconnaître. C'était la joie de le sentir près d'elle, qui du fond de son regard avançait vers lui, vacillante. « Ah, c'est toi, Omar, je n'ai plus que toi !» Elle émettait ses propos dans un demi-sommeil. Grand-mère ne faisait plus attention à rien depuis quelque temps, sauf quand on lui apportait à manger, alors elle s'agitait un peu. Puis elle pivotait de la tête, allongeait le bras, et puisait sa pitance dans le récipient posé à ses pieds. Avec ses doigts, au toucher d'aveugle, elle ramenait ce qu'elle pouvait vers sa bouche qui, s'ouvrant de biais, se tordait. Elle mangeait en gémissant. Ses vêtements étaient souillés d'une large tache de graisse à l'endroit où reposait sa bouche. Grand-mère se couvrait de détritus d'aliments que ses lèvres ne pouvaient retenir. « Prête-moi ta plume. » نانا حبك مالك الصدور الفلك وكل البحور نانا نانا حبك مالك الصدور الفلك وكل البحور نانا تبوشت نانا حنينيا سفر خلال وراس تبوشت نانا حنيني سفر خلال وراس تبوشتنا نحنيني نانا يدك بالمقاييس كي زينة العرايس نانا نانا يدك بالمقاييس كي زينة العرايس نانا تبوشتنا نحنيني سفر خلال وراس تبوشتنا نحنيني تبوشتنا نحنيني
تبوشتنا حنين يا سافر خلال وراوس تبوشتنا حنيني Prête-moi ta plume. Omar et Awisha murmuraient toujours lorsque Aïni rabrouait grand-mère. Toi, pourquoi la traites-tu mal? La mère les toisait. Moi, s'exclamait-elle. Moi, traiter mal ma pauvre mère. Quand l'ai-je donc maltraitée? Quand? Quand? Il demeurait confus et inclinait la tête. Il répétait « Quand donc ?» Maintenant, disait-elle, j'ai travaillé jusqu'au bout. Vous le voyez à mon visage, vous le voyez à mon corps. Et vous voyez, au bout du compte, rien. Seulement plus de fatigue qu'avant, et un peu moins bonne au travail. Quand nous aurons travaillé toute la vie, au bout, il nous reste l'hospice ou la mendicité. Si la mort survient alors, nous dirons tant mieux. La mort, pour nous, est une couverture d'or. Mais si cette mort n'arrive pas, ne veut pas de nous, et si ne pouvant plus abattre de la besogne, nous continuons tout de même à vivre, voilà la calamité. Si ce n'est pas la tombe qui vient à nous à ce moment, c'est nous qui devons aller à elle. Et si nous le pouvons, nous devons l'acheter avec de l'argent. Nous aurons vécu et ce sera fini. Nous aurons vu des malheurs et il n'y aura plus rien qui nous tente ici-bas. Le cœur n'aura rien à regretter. Nous n'aurons gardé notre deuil de rien. Quand nous ne servons plus, nous pouvons penser que nous avons déjà trépassé. Dans ce cas, il vaut mieux que la mort nous emporte le plus tôt possible. Nous aurons trop vécu. Qu'il en soit ainsi, et tout rentrera dans l'ordre. Les enfants étaient stupides. « Quoi donc ?» demandait encore avec animation Aïni. « Ce que tu disais, » répondait sa fille aînée, « qu'une personne travaille jusqu'au bout, et quand elle n'a plus la force de trimer, elle a fini de vivre. Ça peut être un bien, comme ça peut des fois ne pas... »« Comment ne pas être un bien ?» s'écriait la mère. « Quelqu'un qui est un poids, qui mange aux dépens des autres, qui a besoin de quelqu'un pour le déshabiller, quand les gens se trouvent être des pauvres. » Ils observaient leur mère tous les trois. Leur regard se dirigeait ensuite vers la porte de la chambre du côté de la cuisine. Awisha esquissait un geste. Elle aurait voulu tenir en laisse les paroles de sa mère. Si elle parvenait à grand-mère. Les enfants se persuadaient qu'il suffisait que ces mots fussent prononcés pour tuer sûrement leur aïeul. Aïni aussi se tournait du côté de la cuisine. Du moment qu'un être humain devient un poids, pensait Omar. Et Omar aidait souvent grand-mère. Cela veut dire qu'il l'aidait à vivre. Il n'avait jamais senti qu'elle était un poids. Mais une personne peut apporter à manger à toute une famille et néanmoins être un poids. Un enfant est-il un poids? Je ne peux pas comprendre ces choses-là. Certains jours, au lieu de manger, grand-mère abandonnait son bras qui pendait au-dessus de l'écuelle, soulevait la tête un bref instant, regardait d'un côté et de l'autre, remuait sur le carreau nu ses deux mains irritées, puis geignait longuement. Mais
« Vous l'entendez » disait Aïni à ses enfants. Il se tenait dans la pièce et laissait grand-mère dans la solitude de la cuisine. « Quand ça ne va pas, c'est tout de suite moi qu'elle appelle. » Aïni faisait signe à Omar. « Regarde ce qu'elle veut, » disait-elle, « et ne reste pas longtemps là-bas. » Grand-mère mâchait des phrases indistinctes et gémissait encore. Elle se plaignait. Omar croyait comprendre à travers ses paroles embarrassées qu'elle était délaissée. Elle disait que des chiens venaient rôdailler autour d'elle la nuit et qu'on ne voulait pas la croire. Ces bêtes lui dévoraient les jambes sitôt que l'obscurité accaparait la maison. Aïni, qui avait maintes fois déjà entendu cette histoire, lui rétorquait qu'elle rêvait et l'accusait de mensonge. Elle voulait se rendre intéressante aux yeux des locataires et attirer leur pitié. « Ce sont les folles fantaisies de ton imagination. Tu ne convaincras personne avec tes sornettes, » concluait sa fille. Mais un soir, Omar surprit un chien qui montait jusqu'à elle, attiré sans doute par la nourriture qu'il trouvait dans l'écuelle. Grand-mère fut incapable de la lui disputer comme de le chasser. À la lueur instable et sanglante d'un cul de bougie fixé au sol, l'animal parut de proportions monstrueuses à l'enfant. Maîtrisant son affolement, Omar parvint cependant à le chasser. À dater de cette époque, on se rendit compte que c'était surtout à cause d'une forte odeur de décomposition insaisissable, mais perceptible de loin pour leur odorat aiguisé, que venaient les bêtes. L'odeur devenant suffocante, on comprit qu'elle venait de grand-mère. Ainsi, Aïni décida de lui enlever les linges qui lui enveloppaient les jambes et les pieds. Depuis longtemps, ses membres inférieurs étaient gourds, ne lui servant plus, enflés démesurément. Une sorte de liquide qui ressemblait à de l'eau s'en écoulait. On ne renouvelait plus les chiffons, et le jour où Aïni les lui ôta, ils virent tous grouiller des vers dans la chair blanche et molle. Le monde, impérieux et meurtrier de la nuit, s'effondra cette seconde par pans entiers. Le jour montait. Omar s'endormit peu à peu, éventé par le souffle ardent et léger de la faim. Dans son inconscience, il fut averti du jour qui s'approchait, et un immense soulagement l'envahit. Son corps se détendit, apaisé et confiant. C'était l'instant de la délivrance. Il s'abandonnait au sommeil à présent. Il n'avait qu'à se laisser glisser et dormir, dormir, dormir. Prête-moi ta plume. يا سيادي بدكم بالسلام كانت شيام الشمس ضاوية والخير سوق مليان والناس بالطرافات تخدم وتنال يا سيدي الناس تخدم وتنال
الوجيق والعيون تسيب الناس بعقول من الفن والعلوم شي ما يخفاش يالي في القصور بالموسيقى والهوى والساقي زاهي يا سيدي قلوب سلمات تبسم الغرام دارت العوام تغيرت الحوال جعان بالجراد صدمي خرب ما خلى صحراء وشباب خلفت البلاد والفن والعلوم جميع فنات يا سيدي وخفات ايام الخير اشهد اللي صار مش مكتوب ولا متعمد من عندك هاشي كسان ارسل جنون وشيطان يا ربي مولاي يا مولانا يا الله يا قناوي الله يداوي 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 دارت جمعة وزاد دارت ألف ليلة ونهار بنت العيوب والناس من المحازن سمحت تجهل رجال ونسوان بالحقد والقباحة ولات تهيج يا سيدي والناس ولات تهيج سوق فرغان تقاتل غير بالبصار بقلب قاسي محجر ومدمر بالخضر ما نفعو كتاب لا حكمة ولا صواب لا رجلات حميد وكالنسوان دوك النسوان اشهد اللي صار مش مكتوب ولا متعمد من عندك هاشي كسان ارسل جنون وشيطان يا ربي مولاي يا مولانا يا الله لا قناوي الله يداوي يا 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 قناوي الله يداوي Prête-moi ta plume. Un jour passait, puis un autre et un autre encore. La misère rendait tristes les gens de Dars Betar. Chez Aïni, ils étaient comme ils avaient toujours été. Il y avait seulement un peu plus de misère. Les enfants tenaient un peu moins solidement sur leurs jambes. Les visages à la maison se creusaient, devenaient plus gris. Les yeux, constamment dilatés, avaient chez tout le monde un éclat fiévreux. Pourtant, chose extraordinaire, en ville, Omar croisait des êtres souriants, bien portants, repus, joyeux dans le malheur, dans le dénuement général. Entre eux, ils devaient sûrement échanger des œillades quand personne ne les surveillait. Prête-moi ta plume. On parlait beaucoup désormais. Les deux filles travaillaient depuis 2 mois dans une manufacture de tapis. Awisha portait son gain de la semaine, la cadette aussi le sien, mais moins important parce qu'elle était plus jeune. Elle déposait cet argent dans la main de la mère et elle suggérait ce qu'on pouvait acheter. Il était certainement possible de prendre un peu plus de farine. Omar écoutait en silence. Si nous pouvions seulement avoir plus de pain. Beaucoup de pain, songeait-il. Parce qu'elles gagnaient de l'argent, elles avaient envie de tout. On pourrait peut-être acheter de la viande de temps en temps, n'est-ce pas, ma? Pas vrai, vous tous? Au moins un jour par semaine. Et peut-être des œufs. Ça coûte moins cher que la viande. On fera une omelette aux pois chiches. Et des haricots, c'est encore moins cher.
et du riz. Qu'en pensez-vous, vous autres, avec l'argent qu'on a ?» Elle poursuivait intarissable. Aïné les regardait et laissait dire. Elle débitait tout ce qu'elle voulait. À la fin, la mère coupait net ce bavardage. Elles apportaient de l'argent bon, mais ça ne comptait pas. « Qu'en pensez-vous, vous autres ?» demandait-elle encore. « C'est la mère qui décide ici ou quoi ?» disait Aïné. « Bon Dieu, alors, c'est elle qui parle, elle vous dit. 4 pains par jour, ça veut dire 3 kilos de farine à acheter tous les jours. Bon, ça veut dire qu'il faut d'abord acheter de la farine. » Aïné comptait la somme. Omar était d'accord avec sa mère. D'abord du pain. Autant qu'il était possible d'en avoir. Ses rêves ne visaient pas plus loin. Décontenancées, ses sœurs finissaient par déclarer « Comme on vivrait mieux s'il n'y avait pas tant de pain à acheter !» Elles ne pensaient qu'à la viande, aux œufs, au riz. Quelques légumes cuits à l'eau, un ragoût ne faisaient pas leur affaire. Aïné et Omar pensaient que la soupe, pour faire passer le pain, c'était suffisant. Il y avait le loyer et la lumière à payer, 60 francs par mois. Ils revenaient à la maison ce jour-là, Omar en avant, un couffin au bras contenant des herbes, des légumes avariés qu'il avait ramassés entre les étals du marché. Aïné derrière, dans son haïk blanc, qui s'effilochait de plus en plus sur les bords, un grand seau débordant, lui tirant les bras. Lui apportait de quoi manger, elle, de l'eau de la fontaine commune pour boire. Dans la maison, le puits était trop près des cabinets, si près qu'il y avait des infiltrations. Aïné ne voulait pas de son eau. Arrivée à la porte, elle déposa le seau lourdement. D'une voix surexcitée, elle appela sa fille. Elle n'avait plus la force d'avancer. Aouisha accourut, lançant un cri joyeux de l'intérieur de la maison. Aïné maugréa, excédée, elle n'était pas d'humeur à supporter des gamineries. Elle était incapable de parler, tant sa respiration était sifflante. Omar, lui, rentrait la mort dans l'âme de ces fouilles qu'il faisait dans les tas de balayures du marché couvert. Il s'en allait à la découverte de légumes qui puissent être récupérés. S'il en trouvait, il les glanait et les enfouissait dans son couffin. Il revenait avec une immense rancœur. Cette besogne, il devait l'accomplir quotidiennement en sortant à 11 heures de l'école. Lorsqu'il entendit tout d'un coup résonner la voix réjouie de sa sœur, il vit rouge. Il n'apprécia pas non plus la plaisanterie. Sa colère allait éclater en jurons. Aouisha impérieusement leur fit chut. Avec de grands signes de bras, elle les exhorta à rentrer vite. Puis elle tendit l'oreille vers la cour de la maison, comme si elle craignait que ses paroles ne fussent surprises. La jeune fille paraissait extraordinairement émue. Ses airs mystérieux les intriguèrent. « Quoi ? Veux-tu parler ?» cria Aïné. « Dis ce que tu as à dire, tu seras tranquille après. »« Non, ma, » murmura Aouisha, « il ne faut pas que les voisines le sachent, le mauvais œil. »« Prends le seau et rentrons, » commanda Aïné. Sa voix faiblit, se fit hésitante, le pressentiment du malheur s'emparait d'elle. Fréquemment, il rompait en elle toutes les digues et submergeait son corps. On la voyait du plus haut degré d'excitation tomber alors dans la prostration la plus profonde. « Nous n'avons pas besoin de ça, » prononça-t-elle entre ses dents. « Le Seigneur nous a amplement accordé ses bienfaits. »
Aïni, comme toutes les femmes, disait les bienfaits pour dire les malheurs. Nous en avons assez, nous ne savons plus où les mettre. Le mauvais œil s'est manifesté en nous tant et plus. Beau. C'est vrai, ma, répliqua Huichin. On ne pouvait rien faire dans cette maison sans que 300 yeux vous épiassent. « Avance, toi, ne reste pas là planté, imbécile !» réprimanda Aïni. Docilement, Omar les suivit. Huichin fila légère malgré le poids du seau plein, en faisant de tout petits pas. Elle portait le bidon devant elle des 2 mains et se gardait bien d'en répandre une seule goutte. Dans son impatience, elle incitait sa mère à se presser. Un accent de contentement se trahissait tout de même dans sa voix. En dépit de la peine qu'elle se donnait, elle était de plus en plus incapable de le déguiser. Après tout, il ne se passait peut-être rien de terrible. « Vite, vite, ma !» suppliait Huichin en traversant la cour à toute allure. Omar fermait la marche et méditait. « Ma, qu'est-ce que le mauvais œil ?»« Le diable t'emporte !»« Tu verras, ma !» promit Huichin. Elle avait déjà placé le seau dans la chambre et était revenue. « Tu verras, tu seras étonné, bien étonné !» Après l'intense réverbération de la cour, leurs yeux ne distinguèrent plus rien dans la pénombre qui noyait la pièce. Ils furent plongés comme dans une eau noire et reposante. L'éblouissement du dehors les aveuglait encore. Du fond, une voix appela. C'était Maryam qui ne voyait pas. « Ma, viens voir !» Le même accent de plaisir contenu perçait dans sa voix. « Prête-moi ta plume. » Debout sur une chaise, dans un grand champ de fraises, je faisais la synthèse de la situation. Je faisais une thèse sur l'entre-parenthèse et toutes les prothèses de l'imagination. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes concernés par la situation. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes cultivés pour l'alimentation. Toujours là sur ma chaise, pas toujours à mon aise, je soufflais sur les braises pour plus de conviction, espérant qu'une fraise et une autre se plaisent, qu'aucune ne se taise, qu'elle chante avec passion. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes concernés par la situation. Debout, exprimez-vous les fraises qui êtes cultivés pour l'alimentation. Je faisais une thèse sur l'entre-parenthèse et toutes les prothèses de l'imagination.
espérant qu'une fraise et une autre se plaise, qu'aucune ne se taise, qu'elle chante avec passion. Debout, exprimez-vous les phrases qui êtes concernés par la situation. Debout, exprimez-vous les phrases qui êtes cultivés pour l'alimentation. Debout, exprimez-vous les phrases Qui êtes concernés par la situation. Debout, exprimez-vous les phrases Prête-moi ta plume. Prête-moi ta plume. Texte choisi et lu par Rachida Monsef. Prête-moi ta plume. Émission réalisée par Souber Ketani.